Bonjour à tous, bienvenue sur Franck Info, l'actualité vue par Franck Muller. C'est ici, c'est maintenant, nous sommes lundi 13 juin. Ravi de vous retrouver. Bien, ces élections. Nous sommes en marche, vers la nouvelle France islamisée, vers la nouvelle France libanisée. Je vais y venir. 25,6% des voix, les candidats de la majorité présidentielle sont soutenus seulement par un électeur sur 4. Jamais au cours de la Ve République, un président n'a eu une assise électorale aussi faible lors du premier tour des élections législatives qui ont suivi une présidentielle. Malgré la coalition En Marche, Modem, Horizon, le parti d'Édouard Philippe, je ne suis pas sûr qu'il puisse décrocher la majorité absolue à l'Assemblée au terme du second tour. Voilà, Moins d'un Français sur deux sont allés voter. Cela veut dire également que les élus, donc dans la majorité des cas, vont avoir des postes avec moins de 20% des inscrits. Donc ils seront les représentants non pas des Français, mais d'une minorité. Voilà. Mais bien sûr, ils vont crier victoire en expliquant que les Français leur font confiance, alors que jusqu'à présent, tout ce que l'on voit dans les votes, c'est que justement, les Français ne font plus confiance à ces candidats. Bon, le cas de Zemmour. Zemmour est arrivé sur la scène politique par des erreurs commises au RN. Il a joué un petit peu le rôle d'un levier. Comment dire ? Voilà. Et il s'est planté. Comment dire ? On s'aperçoit quand même qu'il y a un désintérêt croissant depuis 30 ans des Français concernant la représentativité au sein des diverses instances régionales, nationales. J'ai l'impression que, comment dire, notre système, notre modèle républicain commence à s'effondrer de lui-même. Ça me fait penser à l'histoire, vous voyez, Rome. Avant la décadence, il y avait ce système républicain qui s'est effondré. Et à chaque fois, dans de telles circonstances, comme à Rome, c'est un homme issu des corps constitués qui tiennent encore debout, l'armée en l'occurrence, qui sort du rang pour restaurer la res publica, comme ça s'est passé avec des dictateurs, César pour Rome, Napoléon, dans la période post-révolution. Vous voyez, des choses comme ça. C'est peut-être la seule chose, malheureusement, qui peut encore nous sauver. Bon, je vais revenir sur notre pauvre France. Et là, écoutez-moi bien, je m'inspire de propos écrits par Alexandre Goldfarb dans Observateur du mensonge. La dernière digue à sauter. La prochaine assemblée ne sera plus nationale, mais dirigée par des élus qui veulent soit déconstruire la France, soit carrément la détruire ou instaurer une France multiraciale, multiculturelle. Macron et Mélenchon sont les deux faces d'une même pièce. Ils ont joué leur partition à merveille depuis quelques mois. Macron s'est fait réélire sans aucune opposition digne de ce nom. Et, comment dire, Mélenchon va-t-il tirer les marrons du feu ou va-t-il aider Macron à conserver sa majorité à l'Assemblée nationale, quoi qu'il en dise? Voilà. Mais décidément, rien ne change. Les Français sont anesthésiés, pour ne pas dire trépanés. Ils ne comprennent toujours rien à la politique. Rien n'a pu les réveiller. Ni la vie chère, ni l'insécurité, ni l'augmentation des défaillances d'entreprises créant un chômage dangereux, ni un déficit record prélude à la faillite de l'État, ni l'islamisation rampante, ici et là, n'ont pu les ranimer. Les principaux dirigeants de la supposée droite seraient-ils ringards, complètement coupés des réalités de cette pauvre France. Bref, pour ces élections, Mélenchon sert de faire valoir au nouveau Macron pour lui offrir sur un plateau une majorité de députés, peut-être, grâce aux électeurs trouillards qui ont peur de leur ombre. D'ailleurs, depuis 1981, la gauche a bien profité de ce pseudo-front républicain qui est en réalité le front des fuyards. Le nouveau, comme l'ancien Macron, pilote un bateau ivre, avec un gouvernement comme lui, nouveau, pour déconstruire la France. Et comme le bateau du même nom, il devra couler ou se fracasser, comme notre paquebot France.
j'ai l'impression que cette caste politique est incapable de voir la réalité telle qu'elle est. Mais bon, rien ne sera plus comme avant dans une France qui a définitivement basculé à gauche, malgré le déni des médias qui continuent leur propagande comme si de rien n'était. Hier soir, sur la 2, Laurent Delahousse a même évoqué la droitisation qui augmente en France. Ils osent nous dire ça. Il paraissait sérieux et convaincu, alors que s'affichaient les résultats montrant la gauche largement majoritaire. Donc, voilà. Hein. Sincèrement, il faut plaindre les générations à venir qui devront subir cet héritage complètement pourri. Ces générations pourront incriminer ceux qui ne votent pas ou s'amusent à voter blanc, qui sont des négationnistes de la réalité, qui favorisent uniquement le pouvoir en place et ses comparses. Pourrait-on dire que le vote blanc, c'est la fuite en avant? Je ne sais pas. Quel est votre sentiment? Mais bon, à un moment, il faut peut-être prendre des décisions. Futur drame dans le futur. Hein. La messe a été dite, la France ne sera plus jamais la France parce que l'indifférence, le laxisme ont prévalu sur l'action citoyenne qui, elle, aurait pu éviter tout cela. J'ai l'impression que 2022 préfigure ce que sera la suite et la fin d'une grande nation devenue en peu de temps un pays du tiers-monde où vivent des gens angoissés et résignés qui ont tellement peur d'être tenus pour des racistes qu'ils en oublient leur propre nationalité et leurs propres intérêts. Voilà. Hein. On s'achemine on prend une direction, on prend une route infernale. Macron cherche à effacer notre passé pendant que d'autres s'emploient à nous priver de notre futur. Après la déroute de l'élection présidentielle, voici le temps du naufrage politique total pour notre pays. Après la déroute de l'élection présidentielle, voici cette imposture de ces législatives, c'est incroyable. On va se doter d'une assemblée qui sera à gauche toute. Les électeurs ont joué avec le feu et bien sûr ils se brûleront et brûleront les autres qui n'ont pas voté pour cela. La route infernale est ouverte et débouche directement sur la libanisation du pays. Ce n'est plus une question de temps, car le temps va passer vite. Il n'est nul besoin de consulter les voyants, les oracles ou les boules de cristal pour le savoir, c'est l'évidence même. Avec Macron, on est en mode déconstruction, avec ses alliés de circonstance réunis dans un magma de la gauche dite radicale. Nouvelle Union populaire, écologique et sociale, NUPES. Rien que cette appellation aurait pu suffire à éviter de voter pour eux. Ils vont enfin réaliser leur vieux rêve politique d'instaurer une société totalement injuste, dangereuse et invivable, et surtout avec de plus en plus de pauvres en France, ces pauvres qu'ils aiment tant. Eh oui, eh bien, en parlant de pauvres, je dirais pauvre France. Oui, pauvre France. Bien, nous allons parler du Stade de France. Rendez compte que, à la suite des scènes de chaos de l'autre samedi soir, de la finale de la Ligue des Champions, le gouvernement a préféré l'incident diplomatique plutôt que de pointer du doigt les problèmes de fond. Cette situation dramatique de violence de nos chers jeunes des banlieues a, semble-t-il, tétanisé les médias français, puisqu'il a fallu s'en remettre aux témoignages de journalistes espagnols et britanniques pour comprendre ce qu'il s'est réellement passé. Vous vous rendez compte que vous avez en face de vous un gouvernement d'incompétents qui ont montré leur nullité pendant les 5 ans passés, mais pour qui on continue à voter, grâce à l'ensemble des médias subventionnés, c'est-à-dire achetés, qui ne cessent d'approuver les bêtises et qui tordent les informations en diffusant des mensonges pour faire plaisir à leurs financeurs. Quelle drôle de liberté de la presse. Il faut souffler dans le ballon, carton rouge pour toute l'équipe de Darmanin. Ce sont des responsables qui sont irresponsables, qui n'assument jamais leurs fautes. Ce gouvernement est à vomir. Et alors, le scandale n'a plus de limite. Nous pensions avoir tout vu sur les événements qui se sont déroulés au Stade de France lors de la finale de la Ligue des Champions. Eh bien non. Le jeudi 9 juin, au Sénat, était auditionné le directeur des relations institutionnelles de la Fédération française de football, Hervan Le Prévost. Il a indiqué que les images de vidéosurveillance n'avaient pas été conservées. Il n'en fallait pas plus pour que la polémique enfle, bien entendu. La justice n'aurait donc pas réclamé ces images de violence extrême à temps et aurait donc
et ces images ont été détruites. Donc toutes les preuves de violence, vol, agression sont désormais perdues, comme par hasard. C'est tellement... Alors je vous laisse écouter cet intervenant de la 3F, la Fédération Française de Foot. Et j'apporte un élément de réponse par rapport à la question du sénateur Lozac sur la vidéosurveillance. Les images sont disponibles pendant 7 jours. Au bout de 7 jours, elles sont automatiquement détruites. Et la seule façon, c'est qu'on aurait dû avoir une réquisition pour les fournir aux différentes populations. En revanche, ce que je peux vous livrer, c'est le sentiment que Didier et moi-même avons eu en étant au PC Sécurité toute la journée. Les images sont extrêmement violentes. Réquisition qui n'a pas eu lieu, alors que la justice a été saisie dès le samedi soir? La justice a été saisie sur la base de l'article 40 sur la fausse billetterie. Je reviens. Et j'avais aussi, monsieur Lallemand avait été interrogé, le préfet Lallemand, le fameux, là, le maigrichon avec sa casquette. Et à un moment, il dit, peut-être je me suis trompé dans le chiffre de 30 000 à 40 000 faux billets que j'ai donné au ministre, mais je n'ai jamais prétendu que ce chiffre à quelques milliers était parfaitement juste, mais il me paraît refléter la situation. Monsieur balance des 20-30 000 faux billets, c'est complètement faux. C'est complètement faux. On vous balance des chiffres et il reconnaît qu'il a balancé des chiffres comme ça, au doigt mouillé. Hein, voilà. Bref. Alors, on apprend également, d'après des sources, que je crois que c'est Daily Mail qui nous met ça. Est-ce que je l'ai là? Je l'ai là, je pense, je l'ai là. Oui. Vous allez regarder ce titre. La France a fait pression sur l'UEFA pour cacher la réalité de ce qui s'est passé au Stade de France. Le Daily Mail affirme que les autorités ont fait pression le soir le soir de la finale, pour qu'il ne fasse aucune mention des faits. Voilà. Hein. Donc, cette instance dirigeante du football européen, on a fait pression pour qu'on ne fasse aucune mention des faits de délinquance survenus, car l'UEFA voulait d'abord évoquer dans ce sujet, dans son communiqué, le soir du fiasco, et le texte qui avait été imaginé devait préciser que la présence de délinquants avait aggravé le chaos autour du stade et conduit à l'utilisation de gaz lacrymogènes. On en a des dizaines de témoignages en Espagne et au Royaume-Uni dans la presse étrangère. Mais il y a eu un communiqué final qui est désormais indisponible sur le site de l'Union européenne, enfin de l'UEFA. Ils ont été obligés de donner la même version que l'État français, c'est-à-dire que le retard du coup d'envoi était dû à l'afflux de milliers de fans qui avaient acheté de faux billets. Voilà. Hein. Mais cette communication, calquée sur celle du gouvernement français et de Gérald Darmanin, a vite été devenue intenable, avec la multiplication des témoignages, des images privées que tout le monde avait sur son téléphone portable. Et d'ailleurs, l'accusation des fans et des supporters s'est nettement adoucie. La ministre des Sports, Amélie Oudéa Castéra, a notamment été contrainte de présenter ses excuses auprès du club de Liverpool. Voilà. Hein. Donc, vous voyez, encore une nouvelle affaire Stade de France qui empoisonne de nouveau le gouvernement d'Elisabeth Borne après la révélation de la destruction automatique des images de caméras de vidéosurveillance. Voilà. Alors, pour terminer cette vidéo, je vais vous passer, l'audition par les sénateurs de Darmanin et de Lallemand. Enfin, je ne vais pas vous passer l'audition, je vais vous passer ce qu'en dit le François-Noël Buffet. J'avais eu l'occasion de le rencontrer une fois, de discuter avec lui, qui est le président de la commission des lois, co-président des auditions autour du Stade de France, qui est un sénateur LR du Rhône. On peut rappeler, et vous verrez dans ce qu'il va nous dire, que Darmanin avait proposé aux sénateurs de visionner les images de vidéosurveillance du Stade de France. Le ministre de l'Intérieur propose aux sénateurs de visionner les images. Ah, pas de chance, les images ont été effacées. On se fout de nous. On se fout de nous, voilà. Bref, donc je vous laisse visionner, il y a une dizaine de minutes, vous verrez, c'est assez intéressant. Il ne me paraît pas avoir de langue de bois dans ces images, toujours avec Berkoff, sur Sud Radio. Voilà, je vous laisse regarder ceci. Je vous dis à très très bientôt. Et puis voilà, malheureusement, une triste journée vu les résultats
des votes concernant les candidats des camps patriotiques. Voilà, allez, je vous laisse avec Berkoff et le sénateur François-Noël Buffet, sénateur du Rhône. À très bientôt, au revoir. Partagez, hein, je compte sur vous. Oui, c'est bien, c'est merveilleux, le stade, quand il y a une victoire, quand ça se passe bien, et quand il y a une ferveur de tout un peuple, et de millions de gens à travers le monde, puisque tout est télévisé aujourd'hui et retransmis. Donc c'est très bien. Mais quand ça se passe, comme ça s'est passé au Stade de France, il y a quand même, n'exagérons pas, ça n'a pas été heureusement l'hécatombe, mais quand même, il s'est passé des choses tout à fait fâcheuses et plus que fâcheuses. Et on va en parler. Bonjour François-Noël Buffet. Bonjour. Bonjour Monsieur le Sénateur, vous êtes président de la Commission des lois et coprésident des auditions autour de ce Stade de France, ce soir, cette soirée du Stade de France. Alors, on a parlé de tout depuis déjà pratiquement 2 semaines. La grève du RERB, la multiplication des faux billets et les comportements délictueux, les scènes quand même assez fortes que nous avons pu voir avant que les vidéos soient supprimées, en principe 1 semaine après, que nous avons en tout cas pu voir. Et puis surtout, vous dites vous-même d'ailleurs que vous avez demandé la réaudition de Gérald Darmanin et de Didier Lallement. Première question, pourquoi vous demandez de les réentendre? Pour une raison très simple, c'est que la semaine dernière, le ministre, devant la commission, a indiqué être à notre disposition pour nous montrer les images du Stade de France au moment des événements du 29 mai dernier. Oui. Que je suis entré en contact avec son cabinet pour l'organiser. Et hier, à l'occasion de l'audition de la Fédération française de football, nous avons appris que les vidéos du stade avaient été, techniquement, on dit ça, écrasées, c'est-à-dire en réalité non conservées. Oui. C'est un fait stupéfiant dans la mesure où nous pensions pouvoir les consulter, à l'initiative d'ailleurs du ministre. Bien sûr. Or, ça pose un véritable problème que ces vidéos n'aient pas été conservées. Il y a donc une difficulté majeure. Ce que nous savons, c'est qu'il y en a plusieurs de vidéos. Il y a celle de la préfecture de police, dont on nous a confirmé qu'elles étaient conservées, celle-ci, oui. Parfait. Mais celle du stade, on nous a confirmé qu'elles avaient été écrasées au-delà d'un délai de 7 jours. Alors, monsieur le sénateur... Oui, monsieur le sénateur, je voudrais juste, vous l'avez déjà entendu, mais pour nos auditeurs, ce que disait Erwan Prévost, directeur de relations institutionnelles, en répondant à certaines de vos questions. Écoutez. Je viens d'apporter un élément de réponse par rapport à la question du sénateur Lozac sur la vidéosurveillance. Les images sont disponibles pendant 7 jours. Au bout de 7 jours, elles sont automatiquement détruites et la seule façon, c'est qu'on aurait dû avoir une réquisition pour les fournir aux différentes populations. En revanche, ce que je peux vous livrer, c'est le sentiment que Didier et moi-même avons eu en étant au PC Sécurité toute la journée. Les images sont extrêmement violentes. Réquisition qui n'a pas eu lieu, alors que la justice a été saisie dès le samedi soir? La justice a été saisie sur la base de l'article 40 sur la fausse billetterie. Voilà, la fausse billetterie et le reste était apparemment circulé, il n'y a rien à voir. Mais justement, monsieur le sénateur, 2 choses. Est-ce qu'il y a une loi, enfin c'est une loi ou c'est une coutume et c'est une habitude, on a dû vous répondre à cela, qu'on supprime ou qu'on écrase les vidéos au bout d'1 semaine et que... Voilà que, effectivement, la justice, si elle n'est pas saisie avant, eh bien, on ne peut plus rien faire. C'est une loi, un élément très simple. Oui. Élément de réponse très simple. Oui. La loi dit que l'on peut conserver les images pendant 30 jours maximum. Dans l'intervalle entre le 1er et le 30e jour, les différents organismes qui utilisent des systèmes vidéo déterminent eux-mêmes leur temps de conservation. Ainsi, la RATP et la SNCF les conservent 72 heures, et la Fédération française de football nous a indiqué les conserver 7 jours. Si rien n'est fait dans ces délais-là, automatiquement, les vidéos sont supprimées. En revanche, si on veut pouvoir les conserver, il faut donc à ce moment-là que l'autorité demande au procureur de la République compétent la possibilité, l'autorisation de conserver ces images. Il semble, il est même certain, qu'il n'a pas été demandé au procureur de la République l'autorisation de conserver ces images. Donc, de fait, mécaniquement, au Stade de France, elles ont été supprimées. Mais ce que nous apprenons ce matin,
c'est qu'hier soir, au bénéfice, je le pense, de l'audition qui s'est tenue au Sénat, le procureur de la République aurait demandé la conservation de ces images au Stade de France. Mais c'est trop tard, puisque cela intervient 12 jours après les événements. Donc, on est dans une situation complètement, certains auraient dit abracadabrantesque. Ubuesque, oui. C'est très ennuyeux. Ouais. Et alors justement, comment du coup, vous allez avoir évidemment celle de la préfecture de police et celle, heureusement encore, mais en fait, selon les auditions, ce que vous avez eu jusqu'ici, et puis je sais que ça va continuer encore, est-ce que vous avez vous-même déjà des éléments qui permettent de montrer que la situation était en tout cas beaucoup plus compliquée que celle qu'on a décrite, que les autorités nous ont donnée le lendemain ou le surlendemain du match? Oui, nous avons déjà recueilli à travers les auditions des éléments qui montrent que entre ce qui a été déclaré dans les premières heures des événements et ce que nous connaissons aujourd'hui, il y a des différences. On nous a dit par exemple qu'il y avait 30 000 personnes aux portes du stade qui voulaient rentrer à tout prix. Et puis en fait, on nous a dit mais non, elles n'étaient pas toutes aux portes du stade, il y en avait aussi ailleurs. Oui, mais où? Là, nous n'avons pas de réponse. Ouais. On a pu observer que les actes de violence qui avaient été décrits par soit des supporters, soit des témoins oculaires qui étaient présents, ont une réalité. Et maintenant, il est bien admis qu'entre 400 et 500 personnes, de délinquants, sont venus pour faire les poches des supporters, voire avoir des agressions physiques. Ouais. Ça, désormais, c'est à peu près admis et considéré comme étant un élément réel. La question qui se pose sur ce point, c'est notamment la question des identifications et des poursuites. Et j'en reviens à la vidéo. La vidéo du stade, elle est très importante parce qu'elle filme tout ce qui est dans le stade et aux abords du stade. Bien sûr. Elle nous aurait peut-être permis d'abord, de mesurer la densité de supporters qui étaient présentes, qui nous aurait permis de confirmer ou d'infirmer les propos officiels comme quoi il y avait 30 ou 40 000 personnes qui attendaient à l'extérieur. Et deux, elle nous aurait sans doute permis de déterminer les actes de délinquance qui ont été commis, peut-être même d'identifier les personnes auteurs de ces actes de délinquance et donc de déclencher des poursuites. Or, de tout cela, nous sommes désormais, nous semble-t-il, privés. Donc, nous allons vérifier si nous sommes totalement privés, mais c'est parfaitement regrettable. En tous les cas, on peut considérer, je le crois, à ce stade, qu'il y a une défaillance dans le système. Disons-nous bien plutôt que 400 millions de personnes ont regardé cette finale de football. Oui. Et que les événements qui ont été décrits ne sont pas anodins. Comment peut-on imaginer qu'on ne conserve pas les éléments de constat? Tout à fait. Alors justement, les législateurs que vous êtes vous-même et l'Assemblée nationale, est-ce qu'il ne serait pas urgent, en tout cas, maintenant, c'est ce qui est passé, et c'est tout à fait dommageable, et je dirais même que c'est assez, même, aux yeux du citoyen, quand même, qu'on arrête les preuves, parce que, est-ce qu'il ne faut pas faire en sorte qu'au fond, vous avez dit vous-même, monsieur le sénateur, c'est intéressant, vous avez dit, il faut les conserver 30 jours, et après, ce sont les autorités FFF et autres qui décident. Eh bien, est-ce qu'il ne faut pas faire en sorte que ce ne soit pas les autorités qui décident et prendre un délai absolument immarcessible, en tout cas sur lequel on ne peut pas toucher, et qui dirait, voilà, les vidéos doivent être conservées pendant X temps? Je rappelle que le principe de conservation qui est fixé par la loi a aussi pour objectif de respecter la vie privée des gens et qu'on ne garde pas des vidéos ad vitam aeternam. On est d'accord. Ce principe, il doit être conservé. Mais que l'on puisse dire que le délai de 30 jours fixé par la loi est un délai de droit commun qui s'impose à tout le monde, c'est sans doute une hypothèse qu'il faut regarder. Ouais. Elle nous laisse ainsi suffisamment de délai pour pouvoir réagir. Elle laisserait, en tous les cas, suffisamment de délai pour pouvoir réagir. Je pense que, pourquoi pas? En tous les cas, c'est une piste réelle. D'accord. Oui. Je pense que sur le plan législatif, en réalité, le délai de 30 jours, rien n'empêche, que les opérateurs, quels qu'ils soient, disent on se cale sur la loi et on les conserve 30 jours. Exactement. Nous savons que ça pose des problèmes techniques de conservation parce que ça prend beaucoup de volume. Mais ce ne sont pas des problèmes insurmontables. Bien sûr. Surtout dans des événements comme ceux-ci, qui sont des événements exceptionnels, qui sont fondamentaux pour nous, très importants pour le pays et pour tout le monde, naturellement. Donc, on aurait tout intérêt à garder ce délai de 30 jours. Tout à fait. Une dernière question, monsieur François-Noël Buffet. Est-ce que ces auditions peuvent éventuellement, en fonction de ce que vous déciderez et des résultats que vous aurez, peuvent se transformer en commission d'enquête ou pas? Tout est toujours possible, mais je rappelle un principe qui est important. Actuellement, les auditions que nous les menons dans le cadre de notre pouvoir de contrôle
Et les gens qui sont auditionnés viennent nous dire les choses et expliquent les choses. Donc, en l'état, on n'a pas besoin d'éléments, de moyens supplémentaires. Les choses se font normalement. S'il advenait qu'il puisse y avoir des difficultés pour obtenir un certain nombre d'informations ou qu'on nous les refuse, à ce moment-là, on pourrait imaginer effectivement franchir une étape. Elle aurait des conséquences, mais nous pourrions franchir une étape. D'accord. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président de la Commission des Lois, François-Noël Buffet. À bientôt. Merci beaucoup. Et je rappelle par ailleurs que vous êtes sénateur Les Républicains du Rhône. Merci beaucoup. Et puis dans un instant, l'auteur de l'anthologie de la répartie revient avec un nouveau livre encore plus drôle.